Donc je perçois aujourd'hui l'ostéopathie animale comme quelque chose de très complémentaire de la médecine vétérinaire. Il y a des choses que les ostéopathes mettent en place et que eux ils peuvent faire et que nous on ne sait pas faire pour améliorer le confort et le quotidien des animaux. Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'IFOA. Ici, on accueille celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour le bien-être animal. Je me présente, je suis Lila. Et je suis Jennifer. Et aujourd'hui, on accueille Gonzalo Del Barrio, docteur vétérinaire en activité NAC, qui sont les nouveaux animaux de compagnie, mais aussi formateur à l'IFOA. Bonjour Gonzalo. Bonjour Lila, bonjour Jennifer. Merci de m'avoir invité à ce podcast. Tu es docteur vétérinaire pour les nouveaux animaux de compagnie. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement comment tu es devenu vétérinaire et qui sont du coup les nouveaux animaux de compagnie ? Du coup, on devient vétérinaire après les études du bac. Moi, j'ai un parcours en Espagne, donc c'est un peu différent qu'en France. Mais en France, aujourd'hui, il y a aussi une possibilité de faire les études véto après le bac. Donc, il faut passer des épreuves et on arrive à l'école vétérinaire. Une fois qu'on est arrivé à l'école vétérinaire, il y a des études d'anatomie, physiologie. Après, on se spécialise avec de la médecine interne, chirurgie. Et à la fin des études, on commence à savoir ce qu'on veut faire dans notre pratique quotidienne. C'est là que j'ai choisi en 3e année d'être vétérinaire NAC ou de me former en tout cas avec les nouveaux animaux des compagnies. J'ai commencé à faire des stages dans des cliniques NAC. Et à la fin de mes études, quand je suis arrivé en France, j'ai voulu faire un diplôme de nouveaux animaux de compagnie à l'école vétérinaire d'Alfort pour approfondir dans mes connaissances et pouvoir dédier ma clinique, pouvoir faire ma clinique avec les nouveaux animaux de compagnie. Les nouveaux animaux de compagnie, c'est une classification qui a été faite dans les années 80 pour pouvoir rentrer tout ce qui n'était pas chien, chat qu'on voyait dans les cliniques vétérinaires. Donc on va du lapin rongeur jusqu'aux reptiles en passant par les oiseaux, et il y a des vétérinaires NAC qui font aujourd'hui aussi les petits ruminants qu'on voit comme animaux de compagnie de plus en plus. Les petits moutons, des petites chèvres naines ou même des cochons nains. Okay. Et du coup, cette vocation de devenir vétérinaire, ça remonte à ton enfance ? Oui, quand je regarde mon enfant, je me rends compte que j'ai passé beaucoup de temps en été dans le village avec mes grands-parents et que pas loin, il y avait plusieurs fermes. Je passais des après-midi entre des chatons, des chiots, des vaches, et ça m'a donné, je pense, envie d'être vétérinaire. Cette relation que j'ai créée avec les animaux, alors que chez moi, il n'a jamais eu des animaux jusqu'au moment que je suis parti et que j'ai eu mon premier lapin, pour le coup. Et est-ce que quand tu as commencé du coup tes études vétérinaires, tu t'étais déjà dit que tu allais te spécialiser en NAC ou pas du tout, tu ne savais pas vraiment ? Pas du tout. Là, c'est difficile de savoir quand exactement j'ai pris cette décision. J'ai commencé les études vétérinaires, je ne savais même pas si je voulais faire de la clinique canine. J'étais ouvert à toutes les possibilités. Il y a des vétérinaires cliniciens, il y a des vétérinaires de laboratoire, des vétérinaires inspecteurs en santé animale, etc. Et à l'époque, je n'étais pas sûr de ce que je voulais faire après. Ok. Mais alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec les animaux plutôt que les humains ? Du coup, on commence véto à l'école en se disant on va beaucoup travailler avec les animaux. C'est vrai, hein, on fait des diagnostics sur les animaux, on touche des animaux toute la journée, mais on travaille énormément avec les humains. C'est un peu le piège. On s'est dit on va travailler avec les animaux, on finit l'école et on se retrouve aussi à devoir gérer un propriétaire avec ses problèmes, ses émotions, ses difficultés. Et ça s'apprend pas à l'école. C'est un vrai sujet qui commence à se mettre en place pour que les étudiants vétérinaires soient au courant et conscients de ça. Et on se rend compte de l'importance que les humains ont dans notre métier, dans le quotidien. Ok. Alors Gonzalo, je vais venir un petit peu plus creuser sur ta spécialisation NAC. Pourquoi ce choix plutôt qu'une pratique plus classique ? Parce que je me suis rendu compte pendant l'école que recevoir toute la journée des chiens et des chats, ça pouvait vite nous fatiguer ou avoir toujours les mêmes maladies. Alors que quand on est vétérinaire NAC, dans la même journée, on reçoit un lapin, on reçoit un perroquet ou l'après-midi, on peut recevoir un reptile. Et ça change énormément le fait de devoir chercher ce côté bricolage de la médecine et chirurgie des NAC, parce qu'il n'y a rien qui est fait ou peu de choses qui ont été faites
pour travailler avec des NAC, toute cette façon de devoir chercher en continu des choses pour améliorer cette médecine et chirurgie me semblait hyper important. Et c'est ça qui m'a motivé. D'un côté, le fait de ne pas avoir une routine dans le quotidien, et d'un autre côté, de devoir toujours chercher des nouveautés pour pouvoir adapter la médecine et chirurgie qu'on fait chez les chiens et chats au NAC. Alors tu le sais, nos étudiants sont très curieux et ils adorent les anecdotes. Donc du coup, est-ce que tu aurais quelques anecdotes à nous raconter ? Oui, il y a bien sûr des anecdotes avec les NAC. Il y a des anecdotes très drôles. Par exemple, tu sais parfaitement que tu dois fermer toutes les portes, que tu dois même des fois fermer les volets quand tu as un oiseau en consultation. Il y a toujours une porte qui s'ouvre au mauvais moment. Il y a toujours un animal qui s'échappe au mauvais moment. Et j'ai des gens à la clinique qui ont panique des oiseaux. C'était un sketch de voir les petits perroquets qui s'envolent dans la consultation vers la salle des soins et la fille qui a le plus peur de la clinique des oiseaux qui se retrouve avec l'oiseau sur la tête et qui ne bouge plus, qui commence à crier forcément que c'était ma faute, alors que bon, c'était quelqu'un qui avait ouvert la porte et ça a été hyper compliqué d'aller chercher l'oiseau sur elle parce qu'elle était complètement en panique. Les propriétaires n'ont rien compris pour le coup de pourquoi elle était comme ça, donc c'était une des anecdotes de devoir gérer un oiseau qui s'envole. Après, il y a des anecdotes avec des hospitalisations drôles, des lapins qu'on commence à laisser en liberté dans la pièce d'hospitalisation et donc les autres personnes de la clinique arrivent et ils nous appellent directement. Non, mais ce lapin s'est échappé, c'est pas possible. Non, mais ça va, on l'a laissé en liberté pour qu'il puisse être en dehors de sa cage. Donc ça, c'est drôle aussi. Et après, avec les gens, j'ai fait énormément des changements de sexe, mais comme ça, quoi. Le lapin qui est en mâle depuis 5 ans et ils arrivent en consultation et en fait, c'est une femelle. C'était une femelle. Et les gens ils me disent non, c'est pas possible. Bon, c'est pas que c'est pas possible, c'est que c'est une femelle. Je n'ai rien fait, je vous confirme. Il a jamais vu des vétérinaires. Ça a toujours été une femelle. Donc, et le contraire. Et ça fait. Nous, ça nous fait rire. Les propriétaires, ça les fait pas tant rire que ça. Et des fois, il faut un peu de temps pour qu'ils comprennent. Et des fois, ils ne changent ni le prénom, ni l'article. J'ai déjà vu ces gens 6 mois après, 1 an après. Pour eux, c'est toujours elle. Et ça s'appelle toujours Marguerite, par exemple. Donc, non, ça ne changera pas. Je peux continuer avec les anecdotes. Si t'en as encore, quoi. Oui, j'en ai. Oui, on collabore avec une association qui fait des études en extérieur dans la région pour capturer les serpents, les couleuvres de Montpellier, les couleuvres à échelon sur des zones où il va y avoir des travaux publics pour les déplacer parce que c'est des animaux protégés et ils ont les autorisations du département ou de la région pour faire ça. Pour pouvoir les traquer après, on nous les amène à la clinique, on les implante en petit émetteur et le lendemain, ils rentrent chez eux. Et pareil, jour de repos, j'avais opéré un serpent, vous voyez venir l'histoire, j'avais opéré un serpent la veille, femme de ménage qui rentre dans le chenil NAC et qui nous appelle à 6h du matin, je ne viens plus dans la clinique, il y a un serpent qui se promène, et en plus pour le coup, ils sont pas dangereux, mais ils font un bruit quand ils ont une agression et quelqu'un qui rentre dans la pièce, c'est une agression. Donc en fait, il avait réussi à ouvrir le terrarium, à sortir, et la femme de ménage l'avait trouvé par terre, alors qu'elle ne s'attendait pas du tout à se retrouver un serpent par terre. Alors, les NAC sont perçus souvent comme discrets, voire fragiles. Oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris sur la résilience, sur l'adaptation ? Alors, on va faire le positif parce qu'effectivement, c'est des animaux fragiles, mais c'est des animaux qui... dans sa qualité des proies, la plupart des fois, du moment qu'on arrive à les comprendre et à savoir que dans un environnement qui peut être agréable pour eux, ils vont beaucoup mieux. Donc déjà, bien adapter les environnements aux animaux qu'on traite. Il ne faut pas les mélanger avec des chiens ou des chats en hospitalisation. Il faut adapter l'hospitalisation. Il faut que ça soit calme, qu'on n'arrive pas brusquement. Donc, ils sont capables de s'en sortir très bien, mais quand nous, on adapte aussi nos soins à sa forme de vie. Je parlais du positif. Dans le petit négatif, c'est vrai qu'il y a des NAC sur lesquels aujourd'hui on a encore des difficultés, notamment le cochon d'Inde. Il y a un truc chez le cochon d'Inde qu'on n'arrive pas à comprendre, ça doit être le stress et la douleur. Et pour le coup, ils m'apprennent à chaque fois qu'il faut qu'on fasse mieux et plus pour pouvoir les soigner parce qu'ils sont différents aux autres NAC qu'on prend en charge. Et donc, c'est rendre compte que des fois, les soins qu'on fait, c'est pas suffisant. C'est un apprentissage très important aussi.
Et est-ce que tu as vu une évolution justement parce que c'est vrai que moi je vois l'évolution, avant c'était vraiment les NAC, je pense aux hamsters, lapins, cochons d'Inde. Les personnes n'avaient pas vraiment des connaissances, c'était souvent les enfants qui demandaient un cochon d'Inde. Est-ce que tu vois une évolution Alors, j'ai vu une évolution dans ma pratique, ça fait 8 ans que je suis vétérinaire, j'ai vu une évolution dans la pratique sur la prise en charge des NAC. Au niveau veto, on sait mieux et on fait mieux, mais aussi au niveau de la société. Effectivement, il y a beaucoup plus des adultes engagés avec ces nouveaux animaux de compagnie. Ce n'est plus le petit animal qu'on achète à un enfant. On le considère, principalement le lapin, à part entière dans la famille. On n'a plus de lapins en cage, ou on ne devrait plus avoir des lapins en cage. C'est des lapins en liberté, comme si c'était un chat avec une litière adaptée et qui se promène dans la maison parce que effectivement, les propriétaires l'incorporent dans leur quotidien. Ça, c'est quelque chose de récent. Ça doit faire une quinzaine d'années. Et la médecine vétérinaire NAC, ça évolue depuis une dizaine, quinzaine d'années. On le voit dans les quotidiens, on explique aux gens que ce n'est pas comme avant, et effectivement, il y a un investissement des gens aussi envers ces nouveaux animaux de compagnie. Ça, en général, et dans ma pratique, quand j'ai commencé, c'était très frustrant, il y a 5 ans, quand on a lancé les services NAC, parce que les gens arrivaient en urgence toujours, parce qu'ils n'avaient pas les bonnes connaissances. Et quand on a commencé à éduquer la clientèle pour donner à manger ce qu'il faut, adapter les soins, savoir quand est-ce que c'est une urgence ou quand est-ce qu'il faut venir parce que l'animal ça va pas, on a eu aussi une amélioration de l'évolution des animaux qui nous a menés. Donc ça, on le voit au niveau de la société et au niveau de notre clientèle. Quand on leur explique comment faire bien les choses, ça va beaucoup mieux aussi. Et est-ce qu'il t'est arrivé de créer un lien très fort avec un animal ou un propriétaire ? Avec des animaux, c'est sûr. Peut-être plus difficile avec les NAC. Je n'ai pas en tête, là, tout de suite, un lien très fort avec un NAC. Par contre, oui, j'ai créé des liens très forts avec des chiens en consultation et avec des propriétaires parce que on a plus je sais pas, plus de points en commun ou on nous voit en eux un peu un effet miroir. Et c'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent être difficiles pour les propriétaires qu'on a vécu aussi, et à ces moments-là, ça ressort. Par exemple, on suit un chiot toute sa vie, il grandit et il faut prendre une décision avec les propriétaires parce que l'animal va pas bien, il y a une grave maladie. Accompagner les gens à ces moments-là, ça devient du personnel parce que tu connais l'animal et ça fait effectivement mal et ça peut être difficile. Donc on crée un lien fort avec les propriétaires, même si on sait se protéger aussi pour que ça soit pas tout le temps. On pourrait pas faire ce métier si on avait à chaque fois un lien très fort avec l'animal et le propriétaire. Et j'allais justement poser la question, comment tu fais pour te protéger ? Parce que c'est vrai que vous êtes souvent en contact avec des situations difficiles. Je pense que c'est un peu comme chez les médecins, comme chez les infirmiers. On essaye de... Je pense qu'on essaye de faire de l'humour sur des situations qui peuvent être compliquées et qu'on se protège évidemment en respectant toujours et le propriétaire et l'animal, mais à des moments, on se permet dans des situations difficiles de pouvoir sortir un peu de la situation et de le vivre différemment parce que sinon, tous les jours, ça serait compliqué, effectivement. Mais ça nous arrive à tous de faire quelque chose et sortir de la consultation avec les larmes aux yeux ou parce que les gens nous ont dit il faut tout faire, j'ai ces problèmes-là, et effectivement ça peut nous toucher à certains moments de notre vie ou de notre journée. Donc aujourd'hui tu es docteur vétérinaire, mais à côté de ça tu es aussi formateur à l'IFOA. Et du coup, on aimerait bien savoir ton point de vue en tant que vétérinaire. Comment tu perçois l'ostéopathie animale ? Donc, je perçois aujourd'hui l'ostéopathie animale comme quelque chose de très complémentaire de la médecine vétérinaire. Il y a des choses que les ostéopathes mettent en place et qu'eux, ils peuvent faire et que nous, on ne sait pas faire pour améliorer le confort et le quotidien des animaux ou même des animaux malades qui ont besoin des soins complémentaires aux soins que le vétérinaire peut apporter. Et est-ce que tu pourrais nous partager des exemples ou des situations où tu vois qu'en fait l'animal a besoin d'ostéopathie animale ? Oui, très clairement, en médecine de NAC, il y a une maladie qui s'appelle encéphalitoson cuniculi chez le lapin. C'est des lapins qui ont la plupart des fois des problèmes d'équilibre. C'est un parasite qui fait des problèmes au cerveau. Ce parasite, en faisant des problèmes au cerveau, fait pencher la tête
très fréquemment chez le lapin qui est atteint. Donc ça fait une torticolite très marquée qui peut rester tout le long de la vie alors que le parasite, il est plus là ou il est réduit avec le traitement vétérinaire. Beaucoup des gens ont besoin, et ça se comprend, de voir que son lapin redresse la tête malgré le fait qu'il n'a plus mal, mais il y a toujours des tensions quand ils ont la tête penchée. Et c'est vrai que l'ostéopathie animale sur ce type de situation peut améliorer énormément la position de la tête ou même la tension au niveau des cervicales et des muscles du cou chez le lapin. Du coup, selon toi, pourquoi tu penses que les futurs ostéopathes animaliers doivent avoir de solides bases en sciences vétérinaires et surtout, notamment pour les NAC ? Je pense que c'est super important parce que comme on parle d'évolution depuis une quinzaine d'années, on voit que ça évolue chez les vétérinaires, que nous, on doit se former en continu pour les nouveaux animaux de compagnie. À l'époque, on était 1 ou 2 par promo qui voulaient faire du NAC. Aujourd'hui, il y a probablement les doubles, voire le triple des vétérinaires qui veulent faire du NAC. Et je pense que dans ce contexte-là, les ostéopathes vont devoir se former en nouveaux animaux de compagnie parce qu'ils vont être demandés à faire des soins comme nous, vétérinaires, on a été demandés pour faire des soins chez eux. L'évolution veut que ces animaux-là, ils auront de plus en plus de soins vétérinaires et forcément, ils auront de plus en plus besoin des soins ostéopathes. Et on se posait la question, donc pourquoi tu as eu envie de devenir formateur, mais surtout formateur au sein de l'IFOA ? Du coup, je veux former parce que j'aime beaucoup transmettre. C'est vrai que avoir des élèves motivés avec les soins aux animaux et qui sont partants pour apprendre de l'anatomie, de la physiologie, ça me plaît beaucoup. Pouvoir aussi raconter des anecdotes de mon quotidien qui peut faire retenir des informations qui sont quand même importante et difficile à retenir, c'est super. Et à IFOA, parce qu'effectivement, il y a eu une demande d'évoluer aussi ou de faire évoluer les cours d'ENAC à IFOA, et c'est très motivant de pouvoir faire ces cours avec mon expérience et le petit plus que je peux apporter avec ce quotidien-là. Donc ça me plaît beaucoup de pouvoir montrer mon quotidien et d'apprendre des choses, et surtout chez les nouveaux animaux de compagnie. Donc je pense qu'on a bien compris que tu apportes des connaissances théoriques aux étudiants de l'IFOA. Et d'ailleurs, on a un message à te faire passer de tes élèves de deuxième année de l'année dernière. Et tu leur manques énormément. Ils aimeraient bien te revoir en cours. Bon, on verra s'il n'y a pas des remplats prévus bientôt. On verra. Mais du coup, qu'est-ce que tu aimes transmettre à part du coup des connaissances théoriques aux étudiants ? Je trouve qu'aujourd'hui... Déjà à l'époque, je ne suis pas si vieux, quand on était à l'école, Veto, on avait une vraie différence entre le prof qui arrivait, qui mettait l'ordi ou pas, et qui commençait à lire un cours, et le prof qui bougeait, qui faisait des caouts, qui nous motivait à répondre, qui nous racontait des petites expériences cliniques. Et je trouve que la différence, c'est pas seulement de comment apprendre... j'apprends principalement l'anatomie et la physiologie. Ça peut être très lourd et à des moments, si on n'a pas cette petite anecdote ou ce petit quiz ou des choses qui sortent du quotidien du cours, on a un quorum qui sépare. Et là, pouvoir leur motiver avec des vraies questions, avec des vraies anecdotes, c'est les plus que j'adore en tant que formateur. Ok. Alors, on approche tout doucement de la fin de ce podcast. Comment, toi, tu vois l'évolution de la prise en charge des NAC dans les années à venir ? Ça peut que continuer à évoluer, ça va continuer à s'améliorer. On est obligé, en tant que vétérinaire et en tant que vétérinaire des NAC, de continuer à se former, d'adapter des techniques, de trouver des matériaux adaptés à la taille des nouveaux animaux de compagnie pour qu'on puisse continuer à faire de plus en plus de soins comme les gens nous demandent aujourd'hui. Et je pense que l'évolution de la médecine et chirurgie vétérinaire, elle est très importante, et des NAC, ça va être encore plus important. Et selon toi, quelle place va prendre l'ostéopathie animale dans le parcours des soins, justement, animaliers ? Je pense que ça va prendre, ou que ça prend déjà une place assez importante. On a de plus en plus d'ostéopathes, on a de plus en plus de gens qui connaissent l'ostéopathie animale, et effectivement, on pourra avoir que des meilleurs soins ostéopathes si l'évolution elle est celle qu'on voit aujourd'hui. Donc je pense que ça sera de mieux en mieux et qu'on aura
une évolution d'intégration dans la profession vétérinaire des soins ostéopathes. Avant, c'était pas fréquent d'avoir des conventions d'ostéopathes dans une clinique vétérinaire ou des contrats pour pouvoir appeler ou faire appel à un ostéopathe au sein d'une clinique vétérinaire. Ça arrive de plus en plus. Donc on est, je pense, on est obligé, mais d'une façon très naturelle, à travailler ensemble et à bien travailler. Tu travailles d'ailleurs dans une clinique. Est-ce que vous faites appel justement à des ostéopathes animaliers dans la clinique ? Alors, moi, personnellement, j'ai eu du mal à trouver un ostéopathe animalier qui puisse aussi faire des soins en NAC. Donc, on ne travaille pas avec un seul. J'ai 2 ou 3 ostéopathes sur lesquels je peux envoyer mes clients ou mes patients qui ont besoin. Et après, dans une autre structure, pas loin de la clinique où je suis, oui, il y a un contrat récent avec une ostéopathe qui reprend un poste d'un ostéopathe vétérinaire qui est parti à la retraite. On a gardé un vétérinaire pour le côté vétérinaire et au lieu de trouver un ostéopathe vétérinaire, on a trouvé un ostéopathe animal qui va prendre en charge cette partie-là. Et en tant que vétérinaire, est-ce que tu trouves que le métier d'ostéopathe est vraiment en collaboration avec le métier de vétérinaire ? Mais je vois pas comment ça pourrait être autrement, en fait. Si on ne fait pas ça en collaboration, on va rater des informations, on va pas pouvoir donner les bonnes informations à l'ostéopathe et on va pas avoir des retours de l'ostéopathe. Donc j'étais très très agréablement surpris quand, après avoir envoyé un client chez un ostéopathe pour un lapin, j'ai reçu un compte rendu d'ostéopathie. Ça marque la différence, en fait. On a quelqu'un de scientifique qui nous fait une consultation et qui nous dit ce qu'elle a trouvé sur cet animal et qui nous fait un retour. Donc ça peut être qu'un collaborant comme ça. Ça permet un suivi. Est-ce qu'ils vont continuer à faire de l'ostéopathie ? Est-ce qu'avec les soins vétérinaires, c'est suffisant ? Est-ce que justement, comme il y a de l'ostéopathie, on diminue les soins vétérinaires ou des médicaments vétérinaires ? S'il n'y a pas une communication entre les deux, c'est pas la peine. Donc je pense que c'est nécessaire, cette communication. Très bien. Et du coup, on est sur la fin, cette fois-ci, de ce podcast. C'est vrai, là. C'est vrai de vrai. Si tu avais un message à faire passer aux personnes qui hésitent peut-être encore à se lancer dans l'ostéopathie animale et dans les études à l'IFOA, quel serait-il ? Que ça va être une super bonne expérience, que c'est des études qui vont être... je ne le cache pas, quand même difficile, exigeant, mais avec un effort de la part de l'étudiant, une motivation que je trouve chez la plupart des étudiants. Ils arriveront à finir ces études, à passer l'examen du CNOV et à être des bons ostéopathes avec une très bonne formation de qualité chez IFOA. Merci beaucoup Gonzalo pour ta participation. On rappelle que tu es docteur vétérinaire NAC, mais aussi formateur à l'IFOA. Merci beaucoup. Merci Gonzalo. Merci. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute. On espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la formation à l'IFOA ou le métier d'ostéopathe animalier, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet de l'IFOA pour vous inscrire à nos webinaires ou à nos journées portes ouvertes. Merci de votre écoute et à bientôt sur le podcast de l'IFOA.